Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue, bienvenue pour une nouvelle émission. Alors pas de débrief forcément, la saison est terminée et c'est pas plus mal. Donc on va faire une petite vidéo bilan. Alors voilà, c'est pas très original, beaucoup de gens font ça, tous les médias spécialisés des clubs font ça, nos amis Radio Diagonale, Live Team, etc. font ce genre de choses. Et donc je pense qu'il est important de revenir sur cette saison, de prendre point par point, de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, et essayer de voir l'avenir, comment on peut le percevoir, comment on peut l'imaginer, parce que on n'a pas envie que ça se reproduise, on n'a pas envie que la saison que l'on vient de vivre recommence, et donc on réfléchira ensemble sur les points à appuyer pour pas se tromper, pour pas recommettre les mêmes erreurs. Alors je suis pas dirigeant, je suis pas journaliste, j'ai pas d'infos, je n'ai aucun impact sur le club, mais en faisant cette vidéo, on peut réfléchir ensemble entre supporters sur la suite des événements, voilà, qu'on soit d'accord ou pas d'accord sur ce qui va se passer, ça permettra de discuter tous ensemble sur les réseaux sociaux et etc. sur tous les moyens possibles et imaginables des supporters. Donc cette petite vidéo va se découper en plusieurs points. Voilà, j'en ai découpé 19, alors ça fait beaucoup, mais pour moi c'est les 19 étapes importantes de la saison 2018-2019, et on va les prendre un par un et on va réfléchir ensemble sur ce qui s'est passé et essayer de comprendre pourquoi ça s'est pas bien passé et pourquoi tout a été de travers du début à la fin. Bien, alors le premier point, on va reprendre du début, donc le mercato estival en 2018. Voilà, donc on va pas reprendre tous les achats, toutes les ventes, etc. Mais on va essayer de regarder ça globalement sur cet échec. Voilà. Avant que le mercato commence, on est toujours divisé entre les supporters qui aiment les joueurs qu'on achète et qui détestent les joueurs qu'on achète. Donc souvent, sur les réseaux sociaux, on a les pour et les contre en fonction du joueur qu'on achète. Et forcément, la grande difficulté, c'est quand un joueur arrive, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner dans un nouveau club. C'est le principe d'un transfert. Mais on arrive souvent à sentir le choix du joueur, s'il est bon ou s'il n'est pas bon, parce qu'il y a des supporters qui sont spécialistes, parce qu'il y a des supporters qui ont une bonne vision du foot. Et puis il y a des supporters qui connaissent bien le club de l'AS Monaco et qui savent quand même si un joueur va être bon ou pas bon au sein du club. Et puis il y a des gens comme moi qui sont naïfs, très naïfs, et qui pensent que tout achat de joueur est un bon choix. Voilà, moi je vous le dis honnêtement, je ne suis pas très optimiste dans la vie, mais quand il s'agit de football, j'essaye de l'être, parce que je veux que l'AS Monaco gagne, je veux que l'AS Monaco fonctionne, je veux que l'AS Monaco réussisse tout ce qu'elle entreprend. Et forcément, cet été, quand on a pris des joueurs comme Barreca, Aoulou, plein de jeunes, voilà, enfin tous ces joueurs qu'on a signés, alors on va pas les citer parce qu'il y en a trop et puis on va pas faire une vidéo de 4 heures, mais tous les joueurs que vous connaissez, tous les joueurs qu'on a signés ou qu'on s'est fait prêter, moi je pensais que ça irait. Voilà, par exemple un Aoulou à Strasbourg, je pensais qu'il allait franchir un palier. Barreca, je pensais que ça pouvait être une bonne pioche malgré le fait que personne ne le connaissait parce que il jouait en Italie. Et puis finalement, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que les performances sont compliquées. Des joueurs comme Pelé, par exemple. Pelé, quand vous avez une signature comme Pelé, vous allez tout de suite sur les réseaux sociaux essayer de regarder des vidéos. Vous en trouvez pas, ou alors vous en trouvez et puis vous essayez de trouver du positif sur ce que vous trouvez. Enfin bref, c'est souvent la même démarche lors d'un transfert au niveau des supporters, c'est-à-dire soit on connaît, on dit que c'est bon, que c'est pas bon, soit on connaît pas et on essaye de se faire un avis par soi-même en fonction des vidéos qui souvent sont très très trompeuses, et souvent c'est une erreur
d'aller voir ça, puisque ça ne reflète jamais la réalité du terrain. Donc voilà, donc tous ces joueurs qu'on a signés, on s'est aperçu que, voilà, au-delà de la politique de jeunes joueurs, avec Goebbels, etc., tous ces jeunes joueurs qu'on a signés, qui auraient du mal à s'imposer, parce qu'ils sont jeunes et parce que le projet de Monaco a basculé un petit peu dans l'outrance cet été. Et donc voilà, donc un ensemble d'achats et un ensemble de mercato monégasque qui a été catastrophique. Voilà, le temps nous a montré que c'était catastrophique. Mais à l'instant T, voilà, il y avait des gens comme moi qui pensaient que ça pourrait fonctionner parce que je suis naïf et parce que je ne connais pas forcément les joueurs qu'on avait pris, à part ceux qui jouent en Ligue 1. Mais voilà, des joueurs comme Pelé, je reviens sur lui. Voilà, qui on a pris d'autres j'ai pas la liste de tous ces joueurs, mais bon, les petits Diop, les Isidore, tout ça, les Navarro, tous ces gamins encore mineurs, ça j'en parle pas. Mais pour l'équipe type, voilà, on s'est aperçu qu'on a pris des joueurs qui n'avaient pas le niveau. Et du coup, cette politique monégasque, cette politique d'achat de joueurs, de jeunes joueurs d'un côté et de joueurs plus confirmés d'autres, n'a pas fonctionné parce que ces joueurs dits confirmés n'avaient pas le niveau et n'ont pas réussi à s'imposer. Voilà, je pense à Pierre Gabriel, par exemple, qui est arrivé, qui jouait en Ligue 1, qui aurait pu être bon et qui n'a pas joué et qui, du coup, se retrouve déjà partant pour l'Allemagne. Donc voilà, donc je ne vais pas reprendre les joueurs un par un parce que je ne les ai pas en tête et parce que ça ne sert à rien de faire de l'individualité. Mais tout ça pour vous dire, ce mercato estival en 2018 a été complètement raté. D'un côté, tous ces jeunes joueurs qui n'ont pas pu apporter quoi que ce soit de par leur âge, et on parlera aussi des blessures après, mais de par leur âge et de par le fait qu'ils n'étaient pas prêts pour jouer. Et puis les autres, ces achats de joueurs un peu plus confirmés comme Aoulou, Bareka, Pierre Gabriel, et j'en oublie plein. Tous ces joueurs n'ont pas apporté satisfaction, voilà, personne. Et donc on s'est retrouvé avec une équipe médiocre pour aborder ce nouveau championnat dont on se souvient de la déclaration de Jardim qui avait dit que de toute façon l'équipe n'était pas bonne. Voilà, on va pas se mentir. Hein. Il avait dit qu'il n'arriverait à rien avec cette équipe et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Les dires de Jardim au début de saison se sont révélés vrais, en tout cas pour la première partie de saison. Alors bon ben voilà, hein, le championnat commençant, hein, le mercato étant terminé, enfin pas terminé, non, au mois d'août le mercato n'était pas terminé, mais on s'est aperçu qu'on a pris des joueurs un petit peu en fin de mois d'août avec des joueurs comme Heinrich ou Chadli, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, mais tous ces achats n'ont pas fonctionné. Et on s'est aperçu qu'au niveau des résultats, ça a été très très vite la catastrophe. Alors le premier match, moi je me souviens, j'étais en vacances, on avait gagné 3-1 à Nantes. Et j'étais content parce que je me suis aperçu que la saison passée, on avait fini quand même dans les 3 premiers. Et bon, au niveau de championnat, dans le jeu, c'était pas terrible, mais en tout cas, on avait fini sur le podium. Et là, on recommençait l'année avec une victoire à Nantes. Et je me suis dit, on va peut-être surfer sur le même type de saison. Pas de beau jeu, mais des joueurs qui sont capables d'arracher des victoires et de nous laisser en haut du classement. Donc très vite, on s'est aperçu que les résultats n'ont pas suivi. Et donc, on a enchaîné des matchs nuls, des défaites. Hein. Je me rappelle de défaites à Bordeaux, défaites contre Marseille, des matchs nuls à Toulouse, matchs nuls contre Nîmes, Angers qui nous tape chez nous, etc. etc. Saint-Étienne. Et donc on a coulé, on a commencé à couler, les résultats n'ont pas du tout été à la hauteur et là on a commencé à s'inquiéter, à paniquer parce que l'équipe n'était pas du tout au niveau. Personne n'était au niveau, Jardim n'arrivait à rien, les joueurs non plus. Et donc on a commencé à couler et là on s'est dit, oulala, la saison va peut-être paraître longue. Alors au-delà des résultats catastrophiques qui se sont enchaînés après Nantes, on s'est aperçu aussi très très vite que un nouveau fléau s'abattait sur l'AS Monaco, c'était les blessures. L'infirmerie a commencé à empiler les joueurs, petit à petit. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10, 15.
Les joueurs tombaient comme des mouches. Et on s'est aperçu que, au-delà des résultats, au-delà du jeu produit qui était catastrophique, on s'est dit que si l'infirmerie commençait à se remplir, là, ça allait être très, très, très compliqué. C'est pas la première année où l'infirmerie est pleine, où les joueurs sont blessés à tous les niveaux, hein, plusieurs types de blessures, hein, musculaires, des coups, des problèmes, je sais pas moi, des pubalgies, enfin bref, des adducteurs, des genoux, des chevilles, enfin bref, tous les points médicaux qu'on a pu avoir au fil du début de saison, c'était des blessures, là aussi bêtes et aussi importantes soient-elles. Voilà, ça partait dans tous les sens et on s'est retrouvé encore avec une infirmerie pleine. Et je vous rappelle que les saisons précédentes, c'était déjà un peu le cas. Quand une infirmerie est pleine, souvent, c'est le symbole d'un groupe et d'une équipe qui n'arrive à rien. Voilà, je suis désolé, mais c'est une réalité. Moi, je me base beaucoup sur ce baromètre qu'est l'infirmerie. Et quand vous avez trop de blessés, bah, ça va pas. C'est pas possible. Alors, vous voyez que tous les feux étaient au rouge en ce début de saison. Et les résultats en sont la parfaite illustration. Donc, je vous ai dit, hein, toutes les défaites, tous les matchs nuls, toutes ces prestations en Coupe d'Europe catastrophiques, mais qui étaient finalement assez normales. Très vite, les supporters ont mis de côté la Ligue des Champions, puisqu'on a bien vu que le groupe n'était pas au niveau, que les joueurs n'étaient pas au niveau, et qu'on allait vivre une saison compliquée, et que les résultats reflétaient ça. Et donc, voilà, les défaites, jusqu'à arriver en octobre, où Monaco recevait Rennes et a perdu 2-1. Et là, il s'est passé ce qui devait se passer. Les dirigeants en ont eu ras-le-bol. Enfin, on a eu ras-le-bol. Je ne sais pas s'ils en ont eu ras-le-bol, mais en tout cas, le 11 octobre, Jardim est viré. Donc, c'est souvent ce qui se passe dans les clubs. Quand les résultats ne suivent pas, quand les catastrophes s'enchaînent, bah, le premier fusible à faire sauter, bah, c'est l'entraîneur. Et Monaco a fait ça, a viré Leonardo Jardim. Alors Leonardo Jardim, je ne vais pas rentrer dans le débat pour ou contre Jardim, puisque sur les réseaux sociaux, il y a une vraie guerre qui est en train de se mettre en place. Et voilà, il y a les pro-Jardim et les anti-Jardim. Alors moi, j'essaye d'avoir une vision un peu plus large, un peu plus ouverte dans le temps. Et je pense que Leonardo Jardim est un très bon entraîneur qui nous a apporté beaucoup de joie et beaucoup de résultats. Mais force est de constater que le temps passant, ça fait très très longtemps qu'il est là, que la mayonnaise ne prenait plus. Bien avant cette saison 2018-2019, hein, je pense que l'année d'avant, c'était aussi pas terrible. Alors, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, hein, la politique du club, le mercato, les achats de joueurs pas bons, et puis Jardim qui n'arrivait pas à mettre une mayonnaise en place, et du coup, bah, voilà, il saute. Donc c'est tout à fait logique, hein, personne n'a été surpris, il fallait un déclic, il fallait un changement, et Leonardo Jardim est viré, et il va falloir chercher un nouvel entraîneur. Et là, c'était le grand mystère à ce moment-là, mais très vite, un nom est arrivé dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Thierry Henry. Eh bien voilà, le temps a été rapide. Thierry Henry est très rapidement nommé entraîneur de l'AS Monaco en remplacement de Leonardo Jardim. Alors, sur le moment, il y a eu beaucoup d'effervescence, beaucoup de supporters étaient pour, des supporters étaient contre. De toute façon, c'est toujours pareil, hein. Sur les réseaux sociaux, vous avez toujours des pour et des contre. C'est très difficile de faire l'unanimité dans notre époque. Hein. Voilà, il y aura toujours des gens pour et des gens contre. Et Thierry Henry arrivait sans expérience et arrivait dans un contexte très 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 compliqué. Donc très objectivement, moi j'étais content. Je vous l'ai dit, hein, je suis un grand naïf et on aurait mis n'importe qui, j'aurais été content. J'essaye toujours de voir le positif et j'espère toujours que la mayonnaise prenne.
Et j'aime pas être négatif au départ parce que j'essaie d'être pragmatique et de voir les faits, voilà, sur le moment. Après, on peut faire le bilan quand les faits sont là, mais au début de Thierry Henry, je me suis dit pourquoi pas. Un ancien du club, un jeune entraîneur qui n'a pas forcément d'expérience, un joueur qui a une culture de foot importante, qui a une belle carrière, etc. etc. Enfin, bah, tout était réuni pour que ça puisse fonctionner. Mais le contexte du club de l'AS Monaco n'était pas bon. Et du coup, bah, voilà, Thierry Henry est arrivé dans un club en crise, est arrivé dans un club en grande difficulté. Et on va voir que son passage a été éclair, que ça n'a pas fonctionné et que ça a continué dans la même lignée et que les résultats ont été catastrophiques avec Thierry Henry, tout comme avec Leonardo Jardim, et que rien n'a été fait pour que ça aille mieux. Alors on a vu des changements, Thierry Henry a changé de dispositif tactique, a essayé de produire du jeu, a essayé de produire autre chose, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc en plus, il était dans un moment où beaucoup de blessures, beaucoup de joueurs à l'infirmerie, et il a dû composer avec des jeunes joueurs, et c'était pas possible, quoi. C'était pas possible, c'était catastrophique. Les joueurs changeaient tout le temps, les équipes changeaient tout le temps, et lui n'arrivait à rien. Et donc on a très vite vu les résultats. Voilà, défaite à Strasbourg, un triste match nul à Bruges en Ligue des Champions, un triste match nul contre Dijon, Reims qui nous bat, Bruges qui nous bat, le PSG qui nous bat, le Stade Malherbe de Caen, etc., etc., etc. Donc des résultats catastrophiques pendant des mois, pendant des semaines, où Thierry Henry a essayé bien difficilement de mettre en place des choses, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà. C'est-à-dire qu'aucun entraîneur de cette saison n'a réussi à faire quoi que ce soit. Voilà. Donc là, c'était la descente aux enfers qui continuait dans cette triste saison. Donc comme je vous l'ai dit, Thierry Henry en championnat, c'est une catastrophe. Ça ne fonctionne pas. Les résultats ne sont pas là. Et le problème, c'est que en Ligue des Champions non plus. Alors Ligue des Champions, très vite, moi j'ai fait mon deuil de la Ligue des Champions au tout début. On savait qu'il fallait vite en sortir parce que on n'arriverait à rien. C'est tout à fait normal. L'équipe était catastrophique, le jeu catastrophique, la situation catastrophique, enfin, tout était terrible. Et donc, on s'est retrouvé avec un parcours en Ligue des Champions nullissime. Et on avait cet enchaînement de dispositifs tactiques de Thierry Henry qui était dans l'obligation de mettre des jeunes joueurs. Et là, on a commencé à avoir plein de jeunes joueurs qui avaient des responsabilités énormes et qui n'étaient pas capables d'assurer, puisque c'est tout à fait normal. C'est pas parce que nos jeunes sont mauvais ou parce que nos joueurs n'ont pas le niveau ou qui n'ont pas envie ou je ne sais pas quoi. C'est que juste que ce sont des jeunes joueurs et on a vu sur le terrain qu'ils n'avaient pas la capacité physique, pas l'endurance, pas la maturité pour faire quoi que ce soit. Et donc on a vu voilà, des joueurs comme Romain Fèvre, Biancone, Diop, Isidore, le petit Thuram, Badiachil derrière, etc., etc. Et on s'est retrouvé avec des prestations très compliquées avec nos jeunes qui n'étaient pas du tout au niveau, et c'est tout à fait normal. Donc le temps passant, on se dirige tranquillement vers la moitié du championnat. Donc l'ère Jardim catastrophique, l'ère Thierry Henry catastrophique. Et là on se retrouve au mois de décembre-janvier, et on est 19e de Ligue 1. Voilà, on est relégable à la trêve. C'est une catastrophe. Les supporters sont au fond du trou. Et donc, il va falloir faire quelque chose, ou pas. Virer Thierry Henry, prendre un troisième entraîneur, faire surtout un mercato estival important parce qu'on n'a pas le choix. Trop de blessés, trop de jeunes joueurs sur la pelouse. Donc notre seul espoir, au fin décembre, se tient au mercato, qui doit être exceptionnel pour redresser la barre et puis pour se sauver, parce qu'à 6 mois de la fin, 5-6 mois de la fin, on n'a plus le choix. Il faut un électrochoc financier, mettre un peu de sous ou je ne sais quoi, enfin faire un mercato réussi pour s'en sortir, parce que l'équipe actuelle de Monaco
et dans un marasme complet. Voilà, donc le mercato d'hiver est important. On commence à se diriger vers des achats et des prêts de joueurs intéressants. Très vite, le nom de Fabregas arrive sur les réseaux sociaux et dans les journaux. Très bien, très bonne idée. C'est un copain de Thierry Henry. Donc on se dit que la mayonnaise et l'association Henry-Fabregas est une très très bonne idée. Et on se dit que ce qui est bien avec Thierry Henry, c'est qu'il a une certaine aura et un carnet d'adresses important. Et là qu'on peut envisager quand même des transferts importants grâce à Thierry Henry. C'est au moins le mérite qu'il aura eu dans ce passage à Monaco d'attirer un ou des joueurs importants comme Fabregas. Donc voilà, très vite, on part sur l'Espagnol, Fabregas, Ballo Touré, Naldo. Alors Naldo, un choix un peu bizarre, puisque c'est un joueur âgé et qu'on n'a pas forcément le désir de voir un joueur de cet âge-là malgré l'expérience, mais on prend quand même. Et donc on enchaîne avec Gelson Martins, avec Vinicius. Alors on a parlé très très longtemps de Batshuayi à Monaco au mois de janvier, et on s'aperçoit qu'on n'a pas réussi à faire une transaction avec lui. Et du coup on s'est récupéré le Brésilien de Naples qui jouait au Portugal. Et donc on a quand même 6 ou 7 joueurs voilà, qui arrivent au mercato, et on se dit c'est bien, on a pris des joueurs d'expérience, d'un certain âge, et je pense qu'on va resolidifier l'équipe et que ça va aller mieux pour la suite des événements qui est quasi obligatoire, puisqu'on ne peut pas faire pire, on est au fin fond de la Ligue 1 et on ne peut pas faire pire. Et on va voir qu'on a réussi à faire pire. Donc ce mois de janvier 2019 est un peu bizarre, puisqu'on reprend assez tardivement, non, Thierry Henry avait repris un petit peu plus tôt que les autres, avec un gros travail spécifique sur le physique, sur l'endurance, sur la musculation, sur tout ce qu'il avait aperçu qui n'allait pas. C'est-à-dire que ça manquait de peps au niveau physique. Donc il fait une sorte de pseudo-prépa physique au mois de janvier. Et donc on rattaque avec la Coupe de France, avec une victoire. Je crois que c'était Canet-Roussillon. Voilà. Donc les résultats en coupe sont assez révélateurs, puisque le nouveau départ de Thierry Henry post-trêve est plutôt pas mal. Donc on se qualifie, enfin plutôt pas mal. Faire 1-0 à Canet-en-Roussillon, c'était catastrophique, mais on gagne, on passe et on est content. Après on a la Coupe de la Ligue. Monaco fait un 1-1 contre Rennes en Coupe de la Ligue, et on se qualifie au tir au but avec un but de Badiachil. Voilà, c'était le seul bon moment de la saison, on va dire. Et donc les résultats commencent à tourner positivement, mais mollement. On va à Marseille, on fait 1-1. On reçoit Nice, on refait 1-1. Et là, le 19 janvier, la catastrophe revient. On prend 5-1 contre Strasbourg. On prend 3-1 en Coupe de France contre Metz. Et là, les résultats redeviennent abominables. On avait senti un semblant de positivité au début de janvier, et là on s'aperçoit qu'après on commence à rechuter. Il y a toujours pas mal de blessés aussi, mais même avec les recrues, on commence à se reprendre des roustes à domicile, donc Strasbourg, Metz, etc. Et Thierry Henry ne va pas faire long feu, puisque un véritable choc arrive chez les supporters. Henry est viré au bout de 3 mois. Enfin 3 mois, oui, ça doit être ça, 3 mois. Et là, Leonardo Jardim revient. Alors là, on est la risée du monde du football, hein, en Europe, voire dans le monde entier. La direction fait n'importe quoi. La direction est complètement aux abois, ne sait plus où donner de la tête, et fait un rétro-pédalage en allant rechercher l'entraîneur qui était viré juste avant pour aller le rechercher. Donc Thierry Henry repart, Leonardo Jardim revient, et là les supporters sont complètement abasourdis.
On ne sait pas si c'est un bon choix, on ne sait pas si ça va fonctionner. Alors après, objectivement, on se dit ça n'a pas fonctionné en début de saison, pourquoi ça fonctionnerait après Thierry Henry? Oui, sauf que le mercato est passé, que des bons joueurs sont arrivés et que Leonardo Jardim a une équipe qui paraît solide, costaud et une équipe qui paraît apte aux résultats positifs. Manque de bol, on va voir que l'illusion du retour en force de Leonardo Jardim n'a pas duré longtemps et que la merde va persister jusqu'au bout et que voilà, on n'est pas bon, on n'y arrive pas et que quel que soit l'entraîneur, quels que soient les joueurs, l'AS Monaco va couler jusqu'au bout et nous les supporters on va serrer les fesses aussi jusqu'au bout. Alors c'est donc le 25 janvier 2019 que Thierry Henry est parti et que Leonardo Jardim est revenu. Et en plus de ça, le vice-président Vadim Vassiliev est viré également. Voilà. Donc c'est le grand ménage à Monaco. Alors on se dit pourquoi à ce moment-là est-ce qu'on n'aurait pas pu virer Vadim Vassiliev à la fin de la saison? Là on le vire en plein milieu, comme Thierry Henry. Donc c'est la panique totale à bord. On a l'impression que c'est le Titanic qui est en train de couler avec toute la direction qui est en pleine panique. C'est la débandade à tous les niveaux et au niveau de la direction. Et du coup, on se retrouve avec un Vadim Vassiliev qui avait quand même eu son lot de médiatisation au fil des années passées avec toute cette incarnation de la culture du club et de la politique du club qui était l'achat de jeunes joueurs prometteurs, la formation et comment je dirais, la réussite au plan européen, puisque très très longtemps Monaco a fait bonne figure sur le plan de l'Europe. Là, ces 2 dernières années, c'était plus le cas. Et donc je pense que Vadim Vassiliev a payé les pots cassés de tout ça, et a surtout payé les pots cassés de cette saison 2018-2019, catastrophique. Et il fallait faire sauter des têtes, et c'est Vadim qui a pris, c'est Thierry Henry qui a pris, c'est Leonardo Jardim qui avait pris avant, mais Leonardo Jardim revient en sachant qu'il n'était pas vraiment parti, puisqu'il était toujours sur Monaco, et je pense qu'il avait toujours des liens et des contacts avec le président, Rybolovlev, etc. Donc je pense c'était un licenciement à l'amiable et qu'on savait très bien qu'il était toujours pas loin et qu'on pouvait l'appeler à n'importe quel moment et qu'il pourrait donner un coup de main, et c'est ce qui s'est passé. Thierry Henry est parti, Leonardo Jardim est revenu tout naturellement. Et voilà, et Vadim Vassiliev viré, on a le choc au niveau des supporters, et un nouveau vice-président est nommé, Oleg Petrov, alors un inconnu pour la quasi-totalité des supporters. Voilà, je pense que c'est un copain, entre guillemets, du président Rybolovlev, et donc tout ça, c'est de la même famille, c'est le même carnet d'adresses, c'est le même microcosme au niveau de la direction. Et donc voilà, un nouveau vice-président qui reprend le flambeau et qu'on va apprendre à découvrir au fil des mois, et qu'on a appris à découvrir un peu plus il y a quelques semaines, avec des interviews, des déclarations et des mots assez forts pour la suite, mais ça on va y revenir à la fin de la vidéo. Donc voilà, donc Vadim viré, Oleg Petrov arrive, et on essaye de partir sur un nouveau cycle, en tout cas pour la saison à venir, 2019-2020, puisque là, la saison 2019 doit se terminer bien difficilement. Donc si on fait le bilan des coupes nationales, on va dire que c'est une catastrophe, puisque la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et la Ligue des Champions, ça qu'on a vite oublié, mais le bilan des coupes nationales est catastrophique, puisque le retour de Leonardo Jardim est symbolisé par le match à Guingamp, et finalement le match est très bon, puisque Monaco était mené 2-0, revient à 2-2, est réduit à 10. Les recrues comme vainqueurs qui font n'importe quoi et qui se trouvent expulsés rapidement ne donnent pas vraiment satisfaction. Mais le bilan de Leonardo Jardim le nouveau bilan de Jardim doit se mettre en place à partir de Guingamp. Et une belle prestation à Guingamp malgré une élimination au tir au but.
et on s'aperçoit que le retour de Jardim coïncide avec des résultats positifs. Et là, on se dit, le choix de Jardim est peut-être le bon, puisqu'on a un sursaut de victoire, on a un sursaut de bons résultats, et on a un sursaut de positivisme au sein de l'équipe. Et donc, une victoire contre Toulouse, un match nul à Montpellier, une victoire contre Nantes, une magnifique victoire contre Lyon. Et après, ça a commencé à se gâter. Voilà, dès la 27e journée, on fait un match nul à Angers. Alors moi, à l'époque, pour moi, c'était un bon résultat, puisqu'on était mené 2-0, on revient à 2-2. Mais on s'aperçoit que des lacunes commencent à repointer le bout de son nez. Et on s'aperçoit que le jeu commence à se déliter un petit peu. Et l'envie n'y est plus beaucoup. Le football monégasque, alors certes, ça joue mieux qu'avant. Certains blessés reviennent. Mais très très vite, on a commencé à rebaisser le pied. Et au niveau du classement, on n'était toujours pas bien, parce que ce sursaut de victoire nous a un petit peu boosté vers le haut, mais pas très très haut non plus. Et on va s'apercevoir qu'après la trêve internationale, on va voir que Monaco a commencé à refaire n'importe quoi, notamment le 31 mai contre Caen, où Monaco perd 1-0 chez lui. Et à partir de là, rien ne va plus. L'équipe de Jardim la nouvelle équipe de Jardim, la nouvelle équipe de Monaco refait n'importe quoi, alors qu'on avait eu un bon sursaut juste avant. Et là, on commence à rechuter, à recouler. Et là, on peut se dire que la fin de saison s'annonce difficile, malgré tout. Malgré tout. Donc, comme je vous l'ai dit, on avait eu un bon sursaut après le retour de Jardim, avec 2 belles victoires contre Lyon et contre Lille. Et là, contre Caen, voilà, c'est le début de la catastrophe, avec des résultats nullissimes et des prestations bien pitoyables, avec la défaite contre Caen chez nous, le match nul à Guingamp avec un but de Jovetic à la toute dernière seconde, Monaco qui n'arrive pas à gagner contre Reims à la maison, le Paris Saint-Germain qui nous défonce chez lui, un match nul à Rennes bien compliqué, et là une défaite contre Saint-Etienne, une défaite contre Nîmes, et là la fin de saison arrive, et on est en train de revivre une saison absolument angoissante, puisque nous on retombe, et les équipes derrière nous commencent à nous rebouffer des points, et reviennent à la toute fin de saison. Donc là, on commence à paniquer. C'est vraiment l'angoisse généralisée au sein des supporters. Les supporters commencent à être tellement tendus qu'ils commencent à se bouffer entre eux sur les réseaux sociaux. Mais je vous jure, on a quand même des guéguerres qui commencent à se mettre en place entre comme je vous ai dit, les pro-Jardim, les anti-Jardim, les pros certains joueurs et les anti certains joueurs, etc. Et donc ça commence à être l'angoisse partout, le stress est partout. Et il reste 2 matchs, avec le match contre Amiens, qui est un match phare pour le maintien, on va dire. Et il restera un match contre Nice à la toute fin. Et voilà, et le maintien, vous le savez tous, viendra de la victoire contre Amiens au mois de... que je dise pas de bêtises, mois d'avril, Merde, je suis complètement perdu dans les mois, je suis désolé. Enfin bref, c'était il y a quelques semaines. Donc c'est la victoire contre Amiens qui nous sauve. Et le dernier match à Nice était entre guillemets anecdotique, puisque Caen et Guingamp sont relégués en Ligue 2 et que c'est Dijon qui va faire les barrages. Et on est miraculeusement sauvé à la fin de saison, après un bilan catastrophique du début à la fin. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez l'épilogue, vous connaissez tous la fin de cette longue galère. Et donc ce bilan qui se manifeste juste par du négatif partout.
partout, c'est-à-dire que rien n'aura fonctionné du début à la fin. Quel que soit l'entraîneur, quels que soient les joueurs, quels que soient les adversaires, Monaco a été en dessous de tout du début à la fin. Et on est bien content que la saison se termine, puisque c'était une des pires saisons de l'histoire du club. Et je ne souhaite pas revivre ça un jour. Et je pense que vous non plus, supporters, vous ne voulez pas revivre ce genre de saison. Et donc là, on va voir un petit peu comment envisager la suite. Parce que la suite, c'est maintenant que ça commence. Et qu'on a 3 mois pour bâtir autre chose, pour bâtir une nouvelle équipe, un nouveau Monaco qui devra, l'année prochaine, aller rechercher une qualification en Coupe d'Europe. Voilà. Rien que ça. Bien, eh bien voilà, le bilan, enfin, c'est pas vraiment un bilan, vous avez vu, j'ai repris chaque étape de la saison qui a été un enchaînement de catastrophes sur enchaînement de catastrophes. Voilà, ça a été de mal en pis du début à la fin. Et maintenant, on a très très envie de mettre cette saison à la poubelle. On n'a plus trop envie d'y penser en tant que supporter. Maintenant, quand on aime le club et quand on aime l'AS Monaco, maintenant notre seul objectif, c'est de regarder la prochaine saison. Et la prochaine saison, elle va passer par un nouvel élan, est-ce qu'une nouvelle politique? Non, je ne pense pas. Oleg Petrov s'est exprimé il y a quelques jours dans la presse avec des déclarations ni fortes ni faibles, j'allais dire. C'est des déclarations qui sont très politisées, qui sont très, j'ai envie de dire, ressemblantes à ce qu'on avait avant. Vadim Vassiliev faisait de grandes déclarations dans la presse, c'était des mots, puisqu'on a vu que dans la réalité des faits, il en était tout autre. On se rappelle de ces expressions toutes faites, de ces déclarations un petit peu surréalistes sur le mercato, sur les objectifs, sur cette faculté à réussir quelque chose chaque année. Et on s'aperçoit que ça fait depuis le titre, depuis que Monaco a été champion de France, finalement on a fait comme beaucoup d'autres équipes, hein, c'est-à-dire à part le Paris Saint-Germain, quand une équipe est championne, souvent derrière elle a tendance à couler et à avoir des années difficiles derrière, et Monaco ça a été le cas. On a vendu beaucoup de bons joueurs, on a vendu d'excellents joueurs, hein, on le voit avec Fabinho et Bernardo Silva et tous les autres qui brillent dans certains autres clubs européens. Et Monaco n'a jamais réussi à revivre cette grande saison post-titre. Et depuis le départ d'Mbappé, on galère, quoi. C'est-à-dire enfin pas que Mbappé hein, d'ailleurs, mais on galère à retrouver des talents importants, des joueurs qui en imposent, des joueurs qui arrivent à réussir des grandes performances. L'année dernière, il y a 2 ans, on avait Rony Lopez qui avait brillé dans une saison bien morne, hein. Moi je me souviens, avec les Guézal, avec les Tillmans, avec les... Voilà, tous ces joueurs qui montraient pas grand-chose sur le terrain, mais malgré ça, on avait réussi à choper le podium. Je sais même pas comment on a fait finalement. Mais là, cette saison, ça a été l'écroulement total, quoi. C'est-à-dire que l'équipe a explosé en 1000 morceaux. Et on n'a pas réussi à remonter la pente. Et donc je pense qu'on a atteint un point de non-retour qui fait que cette saison qui arrive, il va falloir faire autrement. C'est-à-dire que là, Oleg Petrov parle d'une saison où les erreurs ne doivent pas être reproduites, mais le problème c'est que la politique c'est toujours la même, parce que Leonardo Jardim est toujours là, parce qu'au niveau de la direction ça ne bouge pas beaucoup, quoi qu'on en dise. Alors peut-être qu'il y aura plus de responsabilités de la part de Jardim, de Holvek, etc. dans le mercato. On parle de Ryboloviev qui veut mettre son nez dans le mercato, mais je ne suis même pas sûr que Ryboloviev connaisse le football au point d'acheter des joueurs. Alors est-ce qu'il va mettre le paquet au niveau financier ou pas? Est-ce qu'on va continuer à avoir des sommes minimales dans certains achats, même si on met beaucoup d'argent dans certains joueurs, si on regarde bien? Mais bref, c'est toute cette politique qu'il va falloir pas revoir, parce que je pense qu'elle est bonne à la base, mais si on ne veut pas recommettre les mêmes erreurs, il va falloir déjà dans un premier temps virer tous les touristes du club.
ces joueurs qui ne veulent pas, ces joueurs qui veulent partir, ces joueurs qui n'ont pas montré satisfaction et puis qui n'ont pas montré d'envie et de niaque pour se sauver. Donc j'imagine qu'il y a des choses qui ne vont pas au club, j'imagine qu'il y a des joueurs qui ne sont pas corrects dans l'implication, et donc tout ça, il va falloir faire le tri, il va falloir virer les chats noirs et les brebis galeuses, comme on dit, garder ceux qui ont vraiment envie, avoir peut-être un effectif plus réduit, peut-être arrêter d'acheter 40 000 jeunes qui ne servent à rien pour l'équipe pro, et surtout, il va falloir garder un noyau dur, avec des joueurs importants. Alors je pense que la colonne vertébrale va passer autour de Fabregas l'année prochaine. Voilà, je pense que c'est un joueur important, ça va être notre tête de gondole, surtout si Falcao venait à partir, parce que notre tête de gondole c'est Falcao, et si Falcao part, ben, dans un premier temps déjà il va falloir le remplacer, et il va falloir d'autres leaders, des leaders dans le vestiaire, des leaders techniques, des leaders médiatiques, enfin bref, des joueurs importants. Et donc je pense que la politique doit un petit peu changer et arrêter de prendre trop de jeunes, prendre des joueurs peut-être un peu plus expérimentés, des joueurs qui connaissent la Ligue 1, je ne sais pas, parce qu'on s'est aperçu que l'année dernière, les bons joueurs de Ligue 1 ne font pas forcément des bons joueurs de l'AS Monaco. L'AS Monaco doit être tout en haut de l'affiche, pas tout en bas, et donc c'est peut-être pas la bonne solution. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas quels joueurs on va prendre, peut-être des joueurs plus âgés, des joueurs plus costauds, des joueurs français, des joueurs étrangers, des joueurs qui ont déjà joué en Ligue 1, des joueurs qui ne réussissent pas dans des clubs étrangers, je ne sais pas. Donc je pense que ça va être toujours la même limonade, hein, la même mayonnaise. Et du coup, on va se diriger vers un mercato qui va être très important parce qu'il va falloir que les joueurs soient bons, les joueurs soient concernés et que les joueurs soient pas blessés aussi. Ça serait bien. Arrêter d'avoir toute cette infirmerie pleine du début à la fin. Alors on a parlé d'un changement au niveau du staff médical, ça je ne sais pas trop qu'est-ce que vous voulez faire de magique dans un système médical. Si les joueurs ne sont pas concernés, si les joueurs ne s'entraînent pas à fond, si les joueurs sont relâchés, si les joueurs font trop la fête, si les joueurs n'ont pas une hygiène de vie correcte, vous pouvez changer le staff médical, ça ne tiendra pas. Hein. Il faut du professionnalisme absolu, il faut que les corps tiennent, il faut que l'état d'esprit tienne, et il faut des joueurs qui ont la dalle, comme a dit Petrov, des joueurs qui ont faim, et peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Mais si on prend des joueurs qui prennent l'AS Monaco comme un club med, ce qui est la vraie problématique de l'AS Monaco, hein, l'AS Monaco aussi c'est un contexte à part, il y a un cadre de vie magnifique, ça sent les vacances quand on est là-bas, mais quand vous êtes joueur professionnel et vous signez à l'AS Monaco, vous n'avez pas à être en vacances, vous devez vous comporter comme dans n'importe quel club et être au top physiquement et au top spirituellement. C'est-à-dire qu'être là à fond. On a perdu des joueurs comme ça, je pense à des joueurs comme Moutinho par exemple, qui était peut-être mauvais pour certains et bon pour d'autres, mais il y avait un vrai professionnalisme de la part de ces joueurs-là, et on s'aperçoit que quand ils partent, ils manquent. Ils manquent. Donc peut-être prendre des joueurs comme ça, hein. Adrien Silva va peut-être rester, je ne sais pas. En tout cas, il y a Fabregas, il y a peut-être des joueurs qui vont partir, comme des anciens, des vieux de la vieille, hein, comme Subasic, comme Falcao, comme... je sais pas, Jefferson, Glick, je sais pas. Sidibé qui doit partir, je pense, parce que lui n'a pas l'air concerné du tout. Et il y en a plein d'autres. Voilà. Alors ça, c'est pour la partie joueur. Donc le mercato, on va suivre, on va regarder. On a déjà des noms qui sortent, hein, qui ne sont pas forcément très, très reluisants. Mais le mercato commence la semaine prochaine et on va attendre tranquillement de voir ce qui se passe. Mais déjà, peut-être place au dégraissage et après on verra pour l'achat de joueurs importants pour l'équipe. Et puis après, il y a Leonardo Jardim. Voilà, Leonardo Jardim qui apparemment reste. Et là, je peux vous dire que c'est un vrai problème au sein de la communauté monégasque, puisque je le rappelle, beaucoup de supporters sont en train de se battre, s'arracher les cheveux, se prendre la tête, parce qu'il y a les pro-Jardim, les anti-Jardim. Je vous jure que les supporters sont en train de se bouffer entre eux. C'est du cannibalisme. C'est du cannibalisme. Moi, du matin au soir, je vois des joueurs qui se bouffent. Des supporters qui se bouffent entre eux. Dès qu'il y en a un qui est pour Jardim, il se fait insulter. Dès qu'il y en a un qui est anti-Jardim, il se fait insulter. C'est compliqué. C'est vraiment du cannibalisme sur les réseaux sociaux, je vous assure. Donc voilà, tout ça pour dire que moi, personnellement, je
je suis pas pour la reconduction de Leonardo Jardim parce que je pense que c'est un bon entraîneur, mais qu'il a fait son temps. Voilà, je pense que là, et ça va faire quand même plusieurs années qu'il est là. Si vous regardez dans les autres clubs, les entraîneurs, ils font que passer, hein. Ça fait 2, 3 ans maximum. Et c'est rare de faire 4 ans, 5 ans, alors 6 ans, je vous en parle même pas. Et Jardim, c'est ça. Je pense que ça fait très longtemps qu'il est là. Moi, personnellement, je serais passé à autre chose bien avant. Je pense qu'il y a 2 ans, j'aurais pris un nouveau coach. Alors, c'est pas évident à trouver, hein, je suis d'accord. Mais je suis pas un anti-Jardim primaire. C'est-à-dire, je suis pas. J'aime ce mec-là. J'aime ce qu'il a apporté au club au début. Je l'aime beaucoup. Si on repart avec lui, je serai derrière lui. Je ne vais pas l'insulter, je ne vais pas lui cracher à la gueule. Je vais le suivre. De toute façon, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il est là, hein. On va pas lui cracher à la gueule du matin au soir. C'est fatigant, c'est épuisant. On peut ne pas être d'accord sur la reconduction du coach, ce qui est mon cas. Mais s'il est là, je vais le suivre. Mais je pense que c'est pas un bon choix. Voilà. Je pense qu'il aurait fallu de la nouveauté au sein du coach. Voilà. C'est mon avis personnel. Je ne suis pas un anti-Jardim primaire, je ne suis pas un pro-Jardim non plus, puisque je sais reconnaître quand le temps a fait son œuvre. Je pense que l'ère Jardim est terminée. Manque de bol, on repart avec lui. Alors ça peut très bien se passer l'année prochaine, hein. Peut-être qu'on va regagner, peut-être qu'on va se retrouver sur le podium, etc. etc. C'est tout le mal que je nous souhaite. En tout cas, cet été, il va falloir construire une grande équipe, ne pas recommettre les mêmes erreurs qu'avant, et puis avoir des joueurs qui ont la dalle. Voilà. Si l'année prochaine, on n'a pas une équipe qui a la dalle et qui ne gagne pas et qui ne retrouve pas les sommets de la Ligue 1, bah voilà, on va revivre une saison difficile. Je ne nous le souhaite pas. Voilà, donc j'ai dit beaucoup de choses, j'ai dû oublier des choses aussi. On va s'arrêter là. Je ferai des vidéos peut-être un peu plus régulières quand le mercato va commencer. Peut-être faire le point sur les officialisations, sur les rumeurs, aussi folles soient-elles, hein, parce qu'on va vivre un mercato encore bien foufou, avec des rumeurs à la con, et puis des rumeurs sérieuses avec des officialisations qui ne devraient pas tarder, je pense, dès le mois de juin, avec beaucoup de départs, et peut-être moins d'arrivées, mais en tout cas, j'espère qu'on prendra des joueurs forts et qui ont la dalle. Voilà. Voilà, le bilan est terminé. Dlagemonego, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour des petites vidéos mercato dans les semaines qui viennent. Salut!